commencé à partir des bases de données orientées objets. On a dit que on a commencé carrément par rapport à SA, aux bases de données relationnelles. On a dit que la référence a donné des bases de données orientées objets. Orientées objets a donné ses limites. En fait, il y avait un échec par rapport aux bases de données orientées objets. Et en fait, on a introduit dans le chapitre précédent les bases de données relationnelles objets. Et malgré ça, depuis ici, l'actualité ou bien l'émergence actuelle a engendré un nouveau type ou bien un nouveau paradigme des bases de données. C'est les bases de données donc en SQL. En fait, par rapport à ce chapitre-là, donc on va aborder les bases de données donc en SQL dans le cadre de Big Data. Quand je dis Big Data, il n'y a pas juste l'aspect, disons, base de données, ça veut dire stockage et recueillage des données, mais il y a aussi l'aspect, disons, traitement parallèle des données. Ça, on ne va pas l'évoquer parce qu'on est dans le cadre base de données. Donc, on va juste donner des notions de base et des concepts général par rapport au Big Data et on va se focaliser sur l'aspect modélisation des bases de données dans un SQL et on va en prendre un cas d'étude par rapport aux bases de données orientées documents dans lesquelles on va, soi-disant, faire des choses plus avancées. Donc, c'est un historique qu'on a déjà évoqué pour introduire les bases de données orientées objets. En fait, c'est bien de résumer le cas actuel, ok? Donc, en fait, les bases de données, ils ont passé par plusieurs phases. Okay? C'était, bon, avant de parler des archives ou des réseaux, il y avait bien sûr la phase 0, c'est les bases de données c'est pas des bases de données, mais c'était le SGF, le système de gestion de fichiers. Donc, tout est considéré comme fichier. Donc ici, la première phase, c'était les bases de données hiérarchiques et réseaux. Et par la suite, il y avait une réponse, ok, et il y avait l'apparition de modèles qui a régné pas mal de temps, le modèle relationnel. Et au fait, quand je dis modèle relationnel, c'était l'aspect, soi-disant, opérationnel. Et au fait, aussi opérationnel ou transactionnel. Et au fait, aussi l'aspect, soi-disant, analytique ou bien décisionnel, ce qu'on appelle les entrepôts de données. Par la suite, ok, parce qu'aujourd'hui, donc, on est en train de voir l'émergence de bases de données dans les SQL, donc, qui sont engendrées par le contexte actuel vis-à-vis tout ce qui est web, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est volume de données, et ainsi de suite. Et maintenant, on parle de New SQL. En fait, quand je dis New SQL, c'est par rapport à disons, c'est du SQL, mais c'est new. Donc, si on regarde par rapport au Oracle, donc actuellement, Oracle, il y a une partie qui a été introduite, c'est la partie only SQL. C'est-à-dire qu'ici, vers la fin, en conclusion, on revient au relationnel, on essaie de l'améliorer en introduisant les paradigmes ou bien les concepts nouveaux par rapport à ce noyau relationnel. C'est-à-dire qu'ici, c'était relationnel objet. On a gardé le relationnel, on a greffé des concepts objets. Et la même chose, quand je dis New SQL, c'est-à-dire qu'on garde relationnel, en fait, on griffe tout ce qui est autour de base de données, donc on est SQL. Donc ça, c'est par rapport à l'historique. Donc, on fait un zoom par rapport aux règles du code, par rapport aux règles qui ont donné le modèle relationnel, les SGBD relationnels, ok? Donc, la première règle, elle dit « Toutes les fonctionnalités du SGBDR doivent être disponibles à travers le modèle relationnel et le langage d'interrogation. » C'est en dehors de ça, c'est que si on veut ajouter ou modifier les données, c'est par rapport au modèle relationnel et même par rapport au modèle d'interrogation de données pour restituer les différentes informations. Donc ça, c'est par rapport à la règle 0. Donc la règle 1, toutes les données sont représentées par des valeurs présentées dans des colonnes et des lignes de table. C'est-à-dire ici, on a une représentation, bien une structure rigide qui est une table qui est un ensemble de colonnes et cette table, cet ensemble de colonnes, on instancie des tubes ou bien des lignes. La règle 3, il suffit de ne pas contenir de valeur. Donc ici, c'est-à-dire on fait référence à des colonnes qui peuvent avoir des valeurs vides ou bien des valeurs nulles. Le GBDR doit implémenter un langage relationnel qui supporte des fonctionnalités de manipulation des données et métadonnées, définition de contraintes de sécurité et la gestion de transactions. Bien sûr, quand on parle de GBDR, donc ici, il est composé par plusieurs process et chaque process, il a sa fonctionnalité. Donc, le process qui prend en considération le métadonnées ou bien le dictionnaire, celui qui prend l'aspect transactionnel, celui qui prend la
la reprise de panne et ainsi de suite. Okay? Donc, tout ça, c'était fait au principe en SA, dans le modèle SGBD, administration des SGBD. Donc, la règle 10, donc indépendance d'intégrité. Donc, les contraintes d'intégrité doivent être indépendantes du programme client et doivent être stockées dans des catalogues de SGBDR. On doit pouvoir modifier ces contraintes sans affecter le programme client. Donc, en fait, ici, bien sûr, quand on parle du serveur, on parle du client. Bien sûr, le serveur, c'est lui qui prend en considération la base de données. Et par rapport à cette base de données, la force par rapport aux bases de données relationnelles, c'est les contraintes d'intégrité. Et en fait, quand je dis contraintes d'intégrité, quel que soit leur type, statique ou dynamique, quand je dis statique, c'est par rapport à intra et interrelation, et quand je dis dynamique, c'est par rapport au trigger. Tout ça, normalement, il est maîtrisé ou bien il est assuré en interne par rapport au serveur de LGBT, indépendamment de l'application ou bien du programme client. Indépendance de distribution, donc la distribution, le partitionnement des données ne doivent avoir aucun impact sur les programmes clients. C'est-à-dire ici, en fait, quand un moment, s'il vous plaît. Désolée, donc je reprends à partir du point où je me suis arrêtée. Donc ici, par rapport à l'indépendance de distribution, donc en fait, quand je dis indépendance de distribution, c'est-à-dire qu'ici, si on essaye de distribuer la base de données, et soit ce soit le mode de distribution, réplication, fragmentation, tout ça, c'est isolé par rapport au programme bien application cliente qui manipule ces données-là. Non-subversion, aucune interface de bas niveau ne doit permettre de contourner les règles édictées. Dans les faits, cette règle implique qu'il n'est possible d'interroger et de manipuler SGBDR qu'à travers son langage relationnel. Donc ici, un SGBDR relationnel, il est manipulé par un langage, soi-disant, en deux requêtes SQL, pas en dehors de ça. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir d'autres langages qui peuvent, soi-disant, manipuler les données enregistrées par le SGBDR. Donc, actuellement, par rapport au contexte actuel, donc, en fait, ici, c'est juste un zoom, disons, en 2018. C'est vrai, c'est ancien, mais bon, donc, quand vous voyez, donc ici, on est submergé par des données qui sont de jour au jour ou bien d'une seconde à une autre qui sont très, très importantes et volumineuses. Donc, par rapport à ça, c'est-à-dire pourquoi ce volume important de données? Donc, en fait, ici, il y a plusieurs raisons plutôt, qui ont engendré cette voluminosité de données. Donc ici, les entreprises, elles ont tendance à tout numériser et se garder pour en tirer des connaissances. Donc ici, c'est bon, on s'en passe d'archives ou papier, on va essayer d'avoir quoi? Vu qu'on a des machines qui ont des capacités très importantes en termes de stockage, donc on profite et on va essayer d'avoir quoi? Au lieu d'avoir l'archive papier, on aura un archive numérisé. Et bien sûr, quand je dis archive numérisée, et surtout par rapport aux entreprises ou bien par rapport aux activités qui engendrent beaucoup de papier, donc c'est important. Donc, ça, vous voyez que si on considère par exemple assurance, service assurance par rapport à une entreprise, donc ça, c'est en termes de données, c'est très important, OK, les données qui sont générées au fur et à mesure. Numérisation des administrations, donc ici, bien sûr, ce qui était fait pas loin de ça, OK, par rapport à notre pays, tout ça, tout ce qui est APC, il a passé, soi-disant, au numérique, c'est bon, on s'en passe, soi-disant, par rapport à
par rapport à la signature numérique qui est actuellement délivrée, en fait, on pourrait avoir carrément d'extrait de naissance ou bien d'autres documents ou d'autres papiers numérisés, ok, à partir de l'accès à la plateforme. Donc ici, toutes les données engendrées par des capteurs, tout ce qui est engendré par nos smartphones, ok, les réseaux sociaux, tout ce qui est engendré par les blogs et autre chose, les données de localisation par rapport au GPS et autre chose, tout ce qui a lien avec la santé, ok. Donc ici, les données engendrées par des objets connectés aux personnes, ok, qui prennent en considération l'état de leur santé, qui sont relégués au cloud et ainsi de suite, ok. Bien sûr, quand je dis cloud, systématiquement, donc il y a l'enregistrement des données au niveau des différents nœuds ou bien des différents serveurs, les données médicales, les objets connectés grâce au protocole. Et au fait, donc ici, ça c'est pas une liste exhaustive, mais c'est le contexte actuel avec tout ce qu'il y a. C'est lui qui a fait booster ce volume de données. Donc, et bien sûr ici, en ayant ce grand volume de données, donc on se retrouve que par rapport au paradigme relationnel et par rapport à sa structure et par rapport à ses règles et ses limites, ok, donc c'est rigide, on ne peut pas rester avec les outils traditionnels et travailler ce grand volume de données. Donc, ça a donné la naissance ou bien l'émergence un nouveau paradigme qui est le big data. Donc, quand je dis les big data, mégadonnées ou données massives désignent des ensembles de données devenus si volumineux qui dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion de base de données ou de l'informatique. C'est-à-dire quand je parle du big data, quand je dis big data, c'est données massives. C'est un volume très, très important de données qui n'est ni géré par l'être humain, ni par les procédures ou bien les outils traditionnels qu'on a l'habitude de manipuler les bases de données relationnelles. Donc, explosion quantitative et souvent redondante de la donnée numérique contraint à de nouvelles manières de voir et analyser le monde. C'est-à-dire qu'ici, on a des données qui générées, qui sont, soi-disant, en termes quantité ou bien en termes volume très importantes. En fait, ici, il y a aussi l'aspect redondance. Okay. Donc, quand je dis redondance, ça veut dire qu'ici, cette redondance ou bien cette réplication de données, c'est vrai, quand on dit répliquer ou bien répartir ou bien partitionner, c'est pour accélérer ce qu'on appelle la performance du système en termes de temps de réponse, mais en fait, cette réplication ou bien cette redondance, il faut la bien gérer, surtout par rapport aux mécanismes de mise à jour et soi-disant ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité, la vérification des contraintes d'intégrité par rapport aux différents fragments, de nouveaux problèmes apparaissent. Donc ici, ça c'est quand je dis je suis en big data, on va explorer les différentes dimensions. Donc ici, ces données-là, non seulement le volume, mais il y a autre chose par rapport à ces données. Elles sont, soi-disant, variées, elles ont un problème qu'on a abordé maintenant, la redondance. Il n'y a pas que la redondance, il y a d'autres choses par rapport à ces données, et ainsi de suite. Donc ici, on va aborder les caractéristiques du big data. Donc, on va parler des différentes dimensions. Bien sûr, ici, ça a commencé en 2001 et on a parlé de 3V, OK? Donc, volume, variété, vélocité. Mais au fait, ici, en 2012, IBM a introduit la quatrième dimension qui est la véracité. Et par la suite encore, 2015, il y avait une autre dimension, c'est la valeur. Et au fait, disons, c'est pas limité, ok? Donc ici, il y a cette V, c'est-à-dire qu'on a introduit la variabilité et la visualisation. Il y a aussi, par rapport à 2017, il y a autre les IV, ok, par rapport à ça. Et au fait, ces dimensions, c'est pas soi-disant statique, mais c'est dynamique. À chaque fois, on introduit une nouvelle dimension par rapport au contexte Big Data. Donc, moi, par rapport à ce cours-là, on va se concentrer sur les 5 V, ok? Donc, on va commencer à partir du volume jusqu'à arriver à la dimension valeur.
Donc, volume, on a pas mal parlé du volume. Au fait, c'était l'introduction par rapport au big data, données volumineuses. Donc, croissance sans cesse de données à gérer de ce type se vont en téraoctets, voire en pécaoctets. Donc ici, l'échelle, c'est pas du giga, c'est pas du méga, mais c'est de téra, de péta jusqu'aux états, ok, par rapport à ça. Donc chaque jour, 2,5 trillions d'octets de données sont générés. 90% des données créées dans le monde ont été au cours de 2 dernières années, 2014. Ça, c'est une statistique par rapport à 2014, mais en fait, c'est ce qui est fait à l'échelle 2014. Il ne s'est pas doublé ou triplé, mais il est à un pourcentage X par rapport à l'actualité. Donc ici, on vous dit présence d'une croissance de 800%, c'est pas de 5 ou 10, de 800% de quantité de données à traiter d'ici 5 ans, ok, par rapport à l'année 2014. Donc ici, quand on regarde jusqu'au 2020, ok, donc ici, ça a commencé avec un 0,1 zeta, ok, mais ça, on parle de 40 zettabytes, ok, par rapport à 2020, ok. Donc ici, ça c'est par rapport à l'échelle, ok. Je dis zeta-octet ou zettabyte, ok. Donc c'est 10 à la puissance 21 octets. Donc vous voyez l'échelle, ok. Donc si on part du méga vers de giga plutôt vers de zeta, donc c'est 10 à la puissance, disons, à 11 octets, ok, par rapport à la différence. Donc le volume, donc si on prend en considération en statistique en 2013, il y a autant de données que les étoiles connues dans tout l'univers. Vous imaginez? Ici, on dit que 62 fois le nombre de tous les sables dans toutes les plages de la Terre. Donc ici, quand on dit 44 zeta-octets de données, c'est-à-dire 44 milliards gigaoctets de données, et ici, c'est approximatif, ok, de 62 fois le nombre de tous les sables dans toutes les plages de la Terre. Donc, vous imaginez la quantité de données, ou bien le volume de données généré par rapport à par rapport à ce contexte actuel. Donc ici, le deuxième, donc ici, c'est de données, c'est vrai, c'est volumineux. La deuxième dimension, c'est la variabilité. Ce qu'ici, ces données-là, qui ne sont pas des données, soi-disant, statiques, ok, structurelles, mais c'est des données qui sont un mélange entre des données structurelles, non structurelles, donc des données qui sont format texte, son, images, vidéos, des données de capteurs de fichiers, journaux, médias sociaux, signaux. Donc ici, c'est ces données qui sont, soi-disant, en variation par rapport à la structure, ok. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne gère pas juste les données structurées ou bien les données qui sont, c'est-à-dire quand je dis structurées, qu'ils ont une structure, ok, ils ont un schéma, mais au fait, les données qui sont gérées à l'échelle Big Data, c'est des données qui sont, soi-disant, schémaless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de structure. Donc, par rapport aux vélocités ou bien la vitesse, donc ici, il y a une autre dimension, ok, par rapport au big data, c'est qu'au fait, les données, la vitesse de génération et la vitesse de données, de traitement de données, c'est très, très, très important, ok. Donc, à une grande vitesse. Donc, l'utilisation de données en temps réel pour la détection de fraude, analyse de données, fait référence à la vitesse à laquelle de nouvelles données sont générées et à la vitesse à laquelle les données sont traitées par le système pour bien être analysées. Donc ici, on a deux aspects par rapport à la vitesse, l'aspect de génération de données et l'aspect de traitement de données. Donc ici, on prend en considération les données en temps réel par rapport à ça. Donc ici, on a le streaming, on a les données des capteurs et ainsi de suite par rapport à ça. Donc, on a parlé de volume, on a parlé de variété, ça veut dire qu'ici, par rapport à la structure, on parle de vitesse. La quatrième dimension, c'est la véracité. Donc, en fait, est-ce qu'on fait confiance à ces données qui sont à ces données, ok? Donc, ça, on fait introduire l'aspect, disons, confiance, ok, vis-à-vis les données qui sont au niveau au niveau de nos data centers ou bien au niveau d'endroits de stockage, ok, par rapport à ça. Donc, fait référence à la qualité de la fiabilité et la confiance des données. Donc, données vérité, imprécises, prédictives. Donc, ici, je vous ai déjà parlé du données redondantes.
Donc, par rapport à la redondance de données, donc la redondance ou bien la duplication, la répétition de données, pour générer les modèles de prédiction, ce sont des données qui sont, soi-disant, très de qualité. Donc, en fait, parce qu'ici, on dit que c'est certainement, on parle d'aspect confiance, mais si certainement les données, elles ne sont pas de qualité en entrée, certainement ce qu'on aura comme modèle de prédiction par la suite en sortie, c'est ils donnent de réponses exactes, par rapport au problème. Donc, en fait, surtout le problème des données biaisées, par rapport à ça. La génération des données par des spam bots est un exemple d'une confiance. Donc, surtout ce qu'on a ici, quand je dis un spam bot, donc ici, c'est un programme qui prend en considération la recherche des adresses mail et l'envoi du spam, soi-disant, aux différentes boîtes mail en une finalité précise, commerciale ou autre chose, par rapport à ça. Donc, quand je dis quand je parle de véracité, donc si je résume, c'est qu'ici, quand je parle de données de manière générale, on parle de qualité. En fait, cette donnée, est-ce qu'elle est de qualité? Parce que vis-à-vis l'être humain qui est en train de gérer cette donnée, ou bien qui est en train d'utiliser cette donnée pour raison de prédiction, raison d'autre chose, donc on parle du confiance, vis-à-vis cette donnée. Donc ici, et la cinquième dimension, c'est la valeur. Donc ici, tout ce qu'on a, c'est-à-dire ici, volume, véracité, vélocité, variété, ces quatre dimensions, c'est mon objectif d'avoir quoi? De rajouter de la valeur aux nouvelles connaissances qu'on obtient. Donc ici, on a, c'est vrai, disons, si on dit par rapport à une entreprise donnée, elle a en fait, elle a des données transactionnelles qui sont générées, par exemple, si je parle d'un opérateur téléphonique, donc en fait, il a des données transactionnelles par rapport au data center, par rapport aux réclamations. Donc en fait, on aimerait bien, soi-disant, par rapport à ça, avoir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire savoir, soi-disant, par rapport à ce volume de données important, par rapport à l'aspect opérationnel ou bien transactionnel, dire que est-ce que réellement rajouter de la valeur, c'est-à-dire que j'arrive à partir de ces données-là, à savoir est-ce que je suis une entreprise qui est bien réputée, qui est mal réputée, c'est-à-dire faire une analyse de sentiments, prendre en considération par rapport à cette analyse de sentiments, avoir l'avis ou bien avoir l'image ou bien la réputation de l'entreprise vis-à-vis le service clientèle ou bien vis-à-vis carrément opérateur téléphonique et ses abonnés. Donc ici, ça c'est un récapitulatif par rapport aux 5 dimensions. Donc quand je dis volume, c'est des données qui sont de quantité énorme. Donc on parle de téraoctets en termes échelle. Donc enregistré ou archivé, transactionnel ou bien, disons, qui sont carrément, quand je dis transactionnel ou bien carrément qui sont, disons, dans des entrepôts spécifiques, c'est-à-dire que c'est bon, c'est archivé par rapport à ça, table ou des fichiers. Donc la vitesse, donc ici on parle de batch, on parle de temps réel, processus, flux de données par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ici, la vitesse avec laquelle il y aura la génération de données et le traitement de données. Variété, donc structurée, non structurée, multifacteur probabiliste,
par rapport à la variété, par rapport à la variation des données. Et au fait, quand on parle de véracité, donc ici, on parle de confiance, d'authenticité, d'origine, de réputation, de disponibilité, responsabilité. Donc, au fait, on prend en considération la confiance de l'utilisateur ou l'usager vis-à-vis les données au niveau du big data. L'authenticité, ça veut dire que réellement que les données sont manipulées par les personnes adéquates. Donc, disponibilité, ça veut dire que quel que soit le système, ok, ça veut dire qu'ici, si je demande une information, elle est disponible. Okay? Donc, il y a tout un mécanisme qui prend en considération l'aspect disponibilité. Donc, valeur, donc ici, ça veut dire qu'ici, la valeur, c'est carrément tirer parti des données qui sont au niveau du big data et faire des statistiques, faire des prédictions, faire des liens entre ces données-là pour chercher un aspect, une valeur vis-à-vis de l'entreprise ou autre chose. Donc, big data en termes d'utilisation, bien sûr que le big data émerge pratiquement tous les domaines, ok? Donc ici, il n'y a pas un domaine qui n'est pas touché par le big data, surtout par l'aspect télécommunication, ok, telco, ou bien assurance, ou bien banking, ok, par rapport à ça, même par rapport à l'aspect consumer product, surtout par rapport à la consommation, soi-disant, à la relation client-fournisseur, ok, par rapport à ça. Donc ici, on prend en considération tout ce qui est disons, comportement customer ou bien ses hobbies ou bien ses choix et ainsi de suite. Même par rapport à l'aspect santé, donc je vais essayer de détailler certains domaines, donc ce n'est pas tous les domaines, juste à titre d'exemple. Okay? Donc, cas d'utilisation santé, donc ici par rapport à la santé, donc en fait, le système de santé, soi-disant, c'est pas un système de santé qui a été centralisé, mais c'est un système de santé distribué. Donc, on pourrait avoir plusieurs personnes connectées, plusieurs malades ou bien patients connectés, auxquels on est en train de faire une surveillance, on pourrait gérer ainsi de suite. Donc, par rapport aux santé, donc, analyse de données globales des patients et des résultats pour comparer l'efficacité des différentes interventions, analyse des résultats de santé d'une population pour prévoir les maladies et les épidémies, savoir les causes environnementales, et prendre les préventions nécessairement les stages primaires. Donc ici, c'est vrai, on fait une analyse de cette donnée, mais en raison de faire de la prédiction. Déploiement du système d'aide à la décision clinique pour améliorer l'efficacité et la qualité des opérations. Bien sûr, ici, par rapport à un hôpital ou bien par rapport à une clinique, elle a des processus derrière. On va essayer de, soi-disant, de tirer parti des données qui sont générées pour améliorer les différents processus. La télésurveillance des patients, la collecte des données par les patients souffrant des maladies chroniques, l'analyse des données résultant pour surveiller la conformité et pour améliorer les futures options de médicaments et de traitements. Donc, ici, surtout par rapport à cet aspect, c'est qu'ici, on a un malade qui a un médaillon, ou bien il a une montre qui est relayée donc, quand je dis médaillon, une montre, ça veut dire un objet connecté. Cet objet connecté, il est relayé par le cloud vis-à-vis un système. Et au fait, ici, les données sont transmises vis-à-vis des objets connectés aux applications nécessaires. Et il y aura, soi-disant, le traitement de ces données-là et la surveillance. Et au fait, ici, il y aura la réaction vis-à-vis de l'état actuel de santé du patient. Un autre cas d'utilisation, le marketing. Donc ici, surtout par rapport à cet aspect, marketing ou commercial, ou bien par rapport à la relation du client. Donc ici, plus d'intelligence pour plus de ventes. Donc dans ce contexte-là. Ici, on essaie d'avoir le comportement du client, on essaie d'avoir connaître son profil, connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et on essaie de lui proposer d'autres choses. Donc on parle d'analyse prédictive en analysant l'historique des achats du client, ou le fichier log qui contient les pages visitées. L'entreprise peut prévoir des actions, 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 des ac
ce client cherche et les mettre, ce qu'il cherche, ok, et les mettre dans les ondes des offres et publicités afin d'augmenter les achats. Donc, on était toujours, soi-disant, par rapport à un site de marketing ou bien, par exemple, on était en train de faire recherche, on recherche un document, un fichier, on vous dit, les gens qui ont lu ce fichier ou ce livre-là, ils ont lu aussi d'autres, c'est-à-dire on vous fait de propositions, de recommandations, soi-disant. Donc, la même chose par rapport aux achats, on vous dit, on vous recommande d'acheter telle et telle chose par rapport soi-disant, par rapport à l'analyse de ton historique, ou bien carrément, c'est-à-dire en regardant les profils similaires. Même par rapport à, si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Facebook, on vous fait de la recommandation par rapport à votre profil, par rapport à votre historique, okay, par rapport à votre réaction. Vous avez vos commentaires, vous avez vos publications. On vous fait de recommandations. Donc, ça rentre dans l'aspect analyse prédictive. Analyse des sentiments. De nombreuses sociétés utilisent les échanges sur les réseaux sociaux comme le reflet de l'opinion publique. Celle-ci devient une nouvelle source d'information en temps réel, directement fournie par le consommateur. Les questions de réputation, à quoi y associer mon image, comment y accueillir de nouveaux produits. Donc, tout ça, c'est qu'ici, une entreprise donnée qui est, soi-disant, on parle d'entreprise, on parle de identité numérique, on parle de réputation. C'est-à-dire une entreprise qui est mise en ligne, ok, c'est-à-dire qu'elle a son propre blog, son propre site, elle a son propre page réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, on cherche, c'est-à-dire qu'on cherche l'opinion via l'opinion générale, ok, vis-à-vis des clients, vis-à-vis cette entreprise. Ou bien carrément, on a lancé un nouveau produit, on cherche sa réputation, ou bien son écho vis-à-vis les customers. Le Big Data permet de prendre le pool quasiment en direct, mesurer l'impact de sa marque, savoir comment est perçue la société par le public et anticiper les mauvaises critiques. C'est-à-dire qu'ici, il y a, surtout par rapport à l'aspect et réputation, donc l'analyse de sentiments, c'est un moyen très important, ok, sauf qu'ici, prenons en considération, par exemple, le cas d'un Twitter ou autre chose, on récupère toutes les tweets qu'on a vis-à-vis à notre entreprise, on va faire une analyse, ok, par rapport à ça, et on va prédire, ok, et on va calculer d'abord la réputation de cette entreprise, et en fait, il ne suffit pas de calculer, on va essayer de trouver les causes derrière ça. Quelles sont les choses qui ont causé la mauvaise réputation que l'opinion négative. Donc, toujours par rapport au marketing, donc, il y a aussi l'aspect analyse des comportements. On va essayer de faire ce qu'on appelle du profilage, ok? Je vais dire que si je suis en télécom, ok? Donc, je vais dire que cet abonné, il est churner, il n'est pas churner, c'est un abonné qui va rester au niveau d'opérateur, quand un customer, ou bien c'est un abonné churner, c'est-à-dire qu'il va quitter l'entreprise. L'analyse du comportement du client en magasin permet d'améliorer l'aménagement du magasin, le mix produit et la disposition des produits dans les rayons et sur les étagères. Bien sûr, ça c'est par rapport à un magasin. Les dernières innovations ont également permis de suivre les habitudes d'achat. Okay. Nombre de pas effectués, le temps passé dans chaque rayon. Ici, c'est pour améliorer, soi-disant, l'accessibilité des différents produits. Donc, ça, c'est un autre exemple par rapport à ce que je vous ai donné au niveau de l'analyse du comportement et profilage. Sécurité, bon, donc ça, c'est un des domaines, ok, par rapport à lequel on prend en considération l'analyse des données au niveau du Big Data, donc ou bien l'utilisation de Big Data en termes, soi-disant, outils et techniques, ok. Donc aujourd'hui, avec le Big Data, la vidéosurveillance va beaucoup plus loin. Elle permet d'analyser automatiquement les images et les situations, de croiser les informations et d'envoyer les alertes. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas juste un système qui est en train de recevoir ou bien de capturer des images ou des vidéos, mais c'est un système qui
qui peut détecter des scènes ou bien détecter des problèmes au niveau des images, ok? Quand je dis des scènes, ça veut dire qu'ici, je pourrais savoir est-ce qu'il s'agit d'une intrusion ou autre chose. Cette analyse vidéo avancée est utilisée en particulier pour la sécurité du trafic, ok? La protection des espaces et la sécurité personnelle. Donc aujourd'hui, il est possible à travers l'analyse des images et vidéos de faire quoi? La reconnaissance d'objets et de mouvements, la lecture de plaques minéralogiques, ok? La détection des véhicules non autorisés, la reconnaissance faciale, l'autosurveillance avec possibilité de déclenchement d'alerte ou autre action automatisée. Donc ici, ça, avec les techniques actuelles en termes, soi-disant, prédiction ou bien en termes reconnaissance. Donc ici, par exemple, à titre d'exemple, la ville de Londres avait, quand elle a mis en place un système de reconnaissance faciale lors des Jeux olympiques en 2012 organisés dans la capitale afin de lutter contre le terrorisme pour lequel l'activité a son maximum. Donc ici, en faisant une reconnaissance faciale, on pourrait savoir, disons, c'est pas une reconnaissance faciale plutôt, en faisant une analyse des différentes scènes, on pourrait détecter soi-disant, des attentats à terrorisme ou autre chose, ok, par rapport à ça. Donc ça, c'était, soi-disant, les cas d'utilisation. Je vous ai dit, c'était pas, je vous ai donné à titre exemple l'aspect marketing, l'aspect sécurité publique et l'aspect, soi-disant, santé, mais le big data, il a émergé tous les domaines, comme je vous ai mentionné dans la diapo générale, ok, par rapport à ça. Donc, le big data, il a aussi influencé le processus avec lequel on était en train de traiter les données. C'est-à-dire que comment on capture, comment on stocke, comment on recherche, comment on partage, comment on analyse, comment on visualise. Dans le cycle de vie de la donnée, le big data, il y a influencé. En fait, quand je dis il y a influencé, c'est qu'ici, il y avait quoi? Il y avait des nouveaux par rapport à chaque soi-disant, chaque fonctionnalité par rapport à ça. Donc ici, on a l'aspect, soi-disant, hardware. Donc ici, il y a plus les machines simples qu'on a manipulées, ou bien des serveurs simples qu'on a manipulés. On parle de supercalculateurs, on parle des clusters, ok, c'est un ensemble de machines connectées. En fait, ici, par rapport au operating system ou bien système d'exploitation, on parle de HDFS, ok, c'est pour le traitement, soi-disant, parallèle des données. On parle de plateformes Adobe, Spark, Cloud, ok, ça c'est pour la distribution de données. Donc ici, par rapport au processus, ok, qui est en train de faire, avec lesquels on fait le traitement de données. Donc ici, il y a MapReduce, Big Data, Analytics, ok. Donc ici, et par rapport au stockage, bien sûr que les bases de données, disons, ça a émergé en termes de stockage et en termes de modélisation. On parle de not only SQL, il y a le New SQL, il y a le Data Lake et ainsi de suite. Donc par rapport au cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à la partie stockage ou bien de données, c'est-à-dire en termes de modélisation de données, not only SQL, et aussi on s'intéresse, c'est-à-dire ici légèrement, ok, on MapReduce, c'est-à-dire que je vais vous introduire dans les prochains slides, le MapReduce, c'est quoi et à quoi sert par rapport à ça. Et donc, vu qu'on est dans le cadre de modélisation des bases de données, donc on va s'intéresser beaucoup plus aux émergences de solutions, not only SQL. Donc ici, par rapport au hardware, donc bien sûr ici, les machines simples qu'on a ne pourront jamais traiter les données massives qu'on a, ok? Donc systématiquement, il y avait quoi? Il y avait une solution qui était la scalabilité, c'est-à-dire qu'ici, c'est la montée en charge, ok? Et au fait, ici, par rapport à la scalabilité, donc il y avait soit je prends une machine et j'essayais d'améliorer sa performance en termes processeur, en termes mémoire RAM ou bien en termes disque dur, ça veut dire hard disk, ou carrément, je vais prendre la scalability horizontale et je vais essayer de connecter plusieurs machines et construire un cluster. Donc, on va parler d'abord de scalabilité.
Donc ici, la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande, la montée en charge, en particulier sa capacité à maintenir ses fonctionnalités, ses performances en cas de forte demande. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un serveur, OK, qui a telle et telle caractéristique pour gérer un volume de données. En fait, le volume de données a augmenté et systématiquement, normalement ici, je suis capable d'augmenter d'augmenter la capacité de ma machine sans que je perde ni les fonctionnalités ni les performances vis-à-vis ce nouveau volume de données ou bien cette nouvelle demande, forte demande. Okay? La scalabilité est tirée du domaine génie logiciel pour définir le changement d'échelle dans le cas d'accroissement de charge de données par un système informatique sans pour cela faire impacter ses performances. Donc ici, c'est ici, en fait, le système, on ne va pas toucher à ses performances, il reste toujours performant, mais on va essayer de, soi-disant, pour répondre à cette forte demande, d'améliorer les performances, OK, hardware, OK. Et ici, soit en considérant une scalabilité verticale, soit en considérant une scalabilité horizontale. Donc, on va commencer par la verticale. Donc, la scalabilité verticale, donc ici, la réponse aux montées de charge en prenant en considération l'amélioration de la machine. Utiliser un ordinateur qui offre de nombreuses possibilités d'ajout de pièces sur lequel il est possible de mettre une grande quantité de mémoire, de nombreux processeurs, plusieurs cartes mères et de nombreux disques durs. Donc ici, on a une machine avec laquelle, donc ici, quand il y aura une saturation de disque dur, donc systématiquement, je pourrais rajouter un autre disque dur sans aucun problème. Quand je vois que c'est le processeur, le premier, il répond, il a commencé on commence à avoir une baisse performance au temps de réponse très lent, je peux rajouter un autre processeur, je pourrais rajouter une autre RAM et ainsi de suite. Effectuer en faisant une évolution hardware, OK, et limité par, bien sûr qu'ici, je monte en vertical, c'est-à-dire je rajoute des couches ou bien des piles, mais on est toujours limité. Donc l'exemple, c'est un ordinateur de SAN entreprise peut contenir jusqu'à 64 processeurs, 16 cartes mères, 64 gigaoctets de mémoire et de baies de stockage. L'ensemble tout est équipé, peut coûter jusqu'à $1 million. Donc ici, acheter cet ordinateur, OK, qui a ces caractéristiques-là pour prendre en considération le traitement de volume important généré par l'entreprise ou quelque chose comme ça, ça pourrait coûter jusqu'à $1 million. OK. L'avantage, l'augmentation des performances avec la même machine, c'est qu'ici, on est compatible vis-à-vis de la machine, OK, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème de comptabilité entre les différentes machines. J'ai la même machine, je suis en train de faire quoi? De rajouter des couches par rapport à cette machine. Limitation technique et technologique, augmentation de prix de la solution, accès très limité aux pays sous-développés. Bien sûr, quand je dis $1 million pour une machine, vous imaginez. Donc, la solution, c'était quoi? Non. On ne pourrait pas prendre en considération la scalabilité verticale, c'est-à-dire que c'est coûteux. On va faire quoi? On va passer à la scalabilité horizontale. Donc ici, on va faire quoi? On va pas monter en vertical, mais on va essayer de émerger en horizontal. Ça veut dire quoi? Ajouter des ordinateurs comme du hardware pour faire face à une demande accrue des services. C'est-à-dire ici, au lieu d'avoir plusieurs processeurs sur une machine, on aura quoi? Plusieurs machines et chaque machine est dotée d'un ensemble de processeurs. OK, par rapport à ça. La même chose d'un ensemble de disques durs, d'un ensemble de cartes mères et ainsi de suite. La méthode la plus courante est la répartition de charges par utilisation d'un cluster de serveurs. Donc ici, j'aurai un cluster, OK, un ensemble de nœuds et en fait, ces nœuds-là, ils sont connectés, ils ont un protocole de communication, un protocole, soi-disant, si on parle de Hadoop, HDFS, c'est autre chose par rapport à ça. Nécessite une distribution de la base de données et la réplication limitée par les mises à jour et les communications en réseau. Donc, par rapport à ça. Donc, on a dit une façon de voir la scalabilité horizontale, c'est les clusters. Donc, ça veut dire quoi? Un cluster regroupe plusieurs ordinateurs indépendants appelés nodes afin de permettre une gestion globale et de dépasser les limites d'un ordinateur. Donc, augmenter la disponibilité, faciliter la montée en charge, permettre une répartition de la charge, faciliter la gestion des ressources, processeurs, mémoire, la RAM, disque dur, bande passante et réseau.
ainsi de suite. Donc ici, on aura un ensemble de machines connectées et ces machines, bien sûr connectées, ils utilisent un protocole précis pour le traitement parallèle de données, ok? Et bien sûr qu'il y aura ce qu'on appelle le master, il y aura les slaves et ainsi de suite. Donc ici, c'est pas des machines qui sont déconnectées, c'est des machines qui sont connectées avec un protocole, ok? Donc, au fait, ici, on a dit que le Big Data, il a influencé la partie hardware, mais aussi le Big Data, il a influencé la partie traitement de données. Donc ici, pour traiter ces données-là, ce qui, on ne peut pas la faire de manière, disons, on ne pourra pas la faire de la même manière, de manière séquentielle qu'on fait vis-à-vis les SGBD relationnels ou autre chose. Donc ici, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle le traitement en parallèle de données. C'est-à-dire, vous imaginez, si vous avez un fichier qui, par exemple, il a 1 terabyte, ok, et vous voulez lire ce fichier qui a la taille de 1 terabyte. Si vous allez utiliser, ça veut dire qu'il est sur le serveur, vous allez faire une communication sur la machine client. On essaye de récupérer ces données qui est de 1 terabyte qui se retrouvent au niveau de d'une table, par exemple, au niveau du serveur. Vous imaginez, ça veut dire qu'ici, faire, soi-disant, le swap in, swap out, ça veut dire qu'ici, il y aura une communication entre le client et le serveur, ça veut dire que par tram, et lire une partie, l'envoyer sur le réseau de communication, recevoir, traiter et ainsi de suite, ça va coûter des heures et des heures, okay, par rapport à ça. Mais par contre, si le fichier lui-même, 1 terabyte, il est réparti sur plusieurs machines. Bien sûr, ici, la lecture va se faire, disons, en parallèle. C'est-à-dire que j'ai dit 1 terabyte, je vais les diviser sur 5 ou 6 machines, ok, en égalité. Donc, la lecture, elle se fait de manière parallèle, c'est-à-dire en même temps, le traitement aussi. Et en fait, il y aura une machine qui va faire quoi? Elle va agréger ou bien elle va résumer les résultats intermédiaires par rapport aux différentes machines. À ce moment-là, bien sûr, on aura une performance très élevé par rapport au temps de réponse, ok? Donc, au lieu d'utiliser une seule machine ou y faire le travail de manière, disons, séquentielle, on va faire quoi? On va utiliser plusieurs machines, répartir le 1 terabyte et travailler en parallèle. Donc, la solution pour ça, c'était le map reduce. Donc, ici, il y a map, il y a reduce. Donc, ce paradigme, ok, pour le traitement en parallèle de données, donc c'est un modèle de programmation conçu spécifiquement pour lire, traiter, écrire des données très importantes ou volumineuses. Donc ici, quand je dis MapReduce, c'est pas pour des données limitées en taille, mais c'est des données qui sont très importantes. Donc, ce paradigme-là, ok, ou bien ce modèle, qui permet de faire quoi? De faire un traitement, une lecture ou bien un traitement en parallèle, puis résumer donc le résultat, ce que je vous ai dit donc par rapport à l'exemple précédent. Les programmes adoptent ce modèle sont automatiquement parallélisés et exécutés sur des clusters d'ordinateurs. C'est-à-dire qu'ici, il y aura l'exécution du map sur plusieurs machines, ok, une exécution de lecture, une exécution de traitement, et par la suite, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle le reduce, la synthèse, ok, par rapport aux différents résultats intermédiaires. Donc, quand je dis map reduce, il est consisté de map et reduce. Donc, lecture d'un volume important de données. Donc, par rapport à ça, c'est l'exemple que j'ai donné, ok. Donc, ici, il y a le map, il y a le shuffle, et il y a reduce. Donc, par rapport à map, c'est extraction d'une information utile dans chaque enregistrement. Donc, la fonction map, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'ici, on va essayer de générer ce qu'on appelle des données clés-valeurs, ok? C'est qu'on va essayer d'extraire des informations à partir d'un texte, si on parle du cas de lecture d'un fichier, ok? Et on va essayer de générer en sortie pour chaque clé au niveau du texte, le nombre de fois, ok, qu'elle apparaît. Par la suite, on va faire quoi? On va faire ce qu'on appelle le group by. Donc, en SQL, on va essayer de faire quoi? On va trier, on va mélanger toutes les entrées, on va les trier et
on reduce, donc on va faire de fonctions d'agrégation. C'est-à-dire le group by, toujours quand on utilise le group by, c'est dans le cadre des fonctions d'agrégation pour faire un calcul, ok, une synthèse. Donc agréger, résumer, filtrer ou transformer. Donc en entrée, on aura des clés valeurs. On va essayer d'avoir quoi? Une clé, ok, une valeur, ok, c'est-à-dire une clé I avec une valeur agrégée. Cette valeur, soit ça sera la somme, si on parle du nombre d'apparitions d'une chaîne au niveau de texte, ok, ou bien une autre fonction, ok. Et bien sûr, quand je dis reduce, donc je synthétise et j'affiche le résultat. Donc ici, si on parle de notre cas par rapport à la lecture de fichiers, donc j'ai un fichier qui est réparti en plusieurs partitions, ok. Donc j'aurai plusieurs, c'est-à-dire mon dataset il est splitté en plusieurs parties et chaque partie elle est dédiée à une machine, ok. Il y aura un traitement, une lecture en parallèle et un traitement. Ce traitement, il y aura une écriture locale, c'est-à-dire qu'on va générer du résultat intermédiaire, on va essayer de mélanger et de trier. Et par la suite, on va utiliser le reduce, ok, agréger, résumer, ce qu'on a eu par rapport à notre objectif. Et à la fin, on aura quoi? Output, file 0, file 1, et ainsi de suite, ok, par rapport à ça. Donc, je vais vous donner un exemple soi-disant académique par rapport à la fonction MapReduce. Donc, ici, le word count, c'est-à-dire que j'ai un fichier texte et je veux faire quoi? Je veux calculer pour chaque mot, soi-disant, le nombre d'apparitions, bien, c'est-à-dire que pour chaque mot, je vais calculer sa cardinalité. Donc, j'ai un fichier, ok, les entrées, j'ai ça. Donc, pomme, orange, mangue, orange, raisin, prune. Ici, c'est pomme, prune, mangue, pomme, prune. Donc, on va faire quoi? On va prendre, ça, c'est les fichiers en entrée, on a des fichiers. On va prendre chaque ligne, ok, chaque ligne envoyée à un mappeur, ok. Donc ici, bien sûr, c'est petit, ok, c'est juste pour présenter, mais en réalité, on aura des fichiers qui sont de volume très important. Donc, on va essayer d'avoir la première ligne pour le premier mappeur, la deuxième ligne pour le deuxième mappeur, la troisième et la quatrième. On va essayer de faire quoi? On va faire du mapping, ok, de map clé, c'est-à-dire qu'ici, je vais prendre chaque clé et je vais voir comme le nombre d'apparitions de cette, soi-disant, donc je dis, je vais faire un découpage, ok, par rapport à cette clé. Donc, ce sera pomme 1, orange 1, mangue 1, la même chose, ok. Donc, orange, raisin, prune par rapport à la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne. Et je vais faire quoi? Donc, je vais passer au groupe by, c'est-à-dire le mélanger le trait. Donc, je vais trier. Tout ce qui est pomme, je le mets à la fois. Tout ce qui est orange, je le mets à la fois dans le même compartiment. Tout ce qui est prune, la même chose. Et tout ce qui est raisin. Et par la suite, je vais utiliser une fonction d'agrégation. Donc, je vais faire quoi? Le reduce. Et je vais dire que je vais compter pour chaque mot appartenant à mon fichier, le nombre de fois d'apparition. Donc, pomme, c'est 4 fois. Raisin, c'est 1 fois. Mangue, 2 fois. Orange, 2 fois. Et prune, 3 fois. Et bien sûr que j'aurai un fichier synthèse qui contient les résultats intermédiaires de reduce, ok, par rapport à ça. Donc, ça, c'est, soi-disant, un exemple par rapport au traitement parallèle des données. Okay. Donc, bien sûr qu'ici, on a dit que ça a influencé le hardware, ça a influencé le processus, ok, le traitement de données. Et aussi, ça a influencé quoi? Ça a donné une naissance à un nouveau paradigme de base de données. Donc, quand je dis un nouveau paradigme de base de données, donc c'est les bases de données not only SQL. Donc, c'est pas NoSQL, mais not only SQL. Donc, ici, on a des bases de données qui, c'est vrai, le SQL, il est là, mais on a d'autres types de bases de données. Donc, ici, le développement des centres de données, nouveau paradigme de traitement, on m'appelle ces deux nouveaux types de bases de données. Nouvelle génération de bases de données non relationnelles, distribuées, open source, scalable horizontalement, beaucoup plus, parce qu'on a dit le vertical, c'est coûteux. Donc ici, tout ça, ici, ça a donné des nouvelles solutions, ou bien des nouveaux modèles de gestion de données. En fait, on a les 4 modèles, ok, qui sont clés valeurs,
orienté colonne, orienté document et orienté graphe. Donc, vous avez, donc à partir de ce slide-là, on va commencer à parler de l'aspect qui est dédié à notre contexte, l'aspect modélisation des données en big data, bien modélisation ou bien les modèles not only SQL. C'est-à-dire la première partie, c'était quoi? C'est une introduction vis-à-vis big data, les différentes dimensions qu'on a, les raisons qui ont émergé ce paradigme de big data, les influences qui étaient générées par ce paradigme de big data vis-à-vis, disons, l'aspect stockage, ce qu'on va parler, ce qu'on va parler maintenant, not only SQL, l'aspect, disons, traitement, le map reduce, ok, traitement parallèle de données, okay, le nouveau paradigme, ok, l'aspect, soi-disant, stockage de données, HDFS ou autre chose, donc l'aspect, soi-disant, hardware, ok, par rapport à l'aspect, par rapport à la scalabilité verticale et horizontale, tout ça, le big data, il a changé, soi-disant, la vision ou bien la façon dont on gère nos données, donc il a donné des nouvelles solutions. Donc maintenant, on va passer, au vif du chapitre, qui est la modélisation des bases de données, not only SQL. On va revenir, ok, parce qu'en fait, c'était au début, mais on va revenir maintenant sur les avantages et les lacunes de relationnel. C'est-à-dire que on va faire des constats, ok, par rapport à ça, de quelle est la chose qui a remis en cause le modèle relationnel et a donné quoi? La naissance aux bases de données dont elle est SQL. Les bases de données relationnelles, donc les avantages, technologie est mature, le SQL est un langage standard et normalisé. On a une garantie que les transactions soient atomiques, cohérentes, isolées et durables. Donc, le principe ACID, il est respecté par les bases de données relationnelles. Donc, c'est par rapport au système transactionnel. La possibilité de mettre en œuvre des requêtes complexes, une large support et disponibilité. Il existe également de fortes communautés d'utilisateurs et de développeurs. C'est-à-dire qu'ici, par rapport au relationnel, on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, en termes de communauté open source, en termes, disons, de forum, tout est disponible par rapport au relationnel. Il faut juste poser la question et vous allez retrouver des réponses vis-à-vis de ça. Les bases de données comme inconvénient, donc bien sûr, c'est pour changer nos modèles, c'est coûteux, ok? Surtout, en fait, ici, on a dit que, surtout par rapport à la respect de la troisième forme normale. Bien sûr, ici, si on parle de base de données relationnelles, on parle de scalabilité verticale et systématiquement, c'est coûteux. Donc, les bases de données relationnelles, ils ne sont pas faits pour la distribution. Sur un très grand volume de données, centaines de milliers de téraoctets, le modèle peut atteindre des limites en termes de performance. Bien sûr, ici, quand je vous dis, vous allez faire un select étoile from table, et la table, elle a 1 téraoctet, systématiquement, pour afficher ces 1 téraoctet, ça va prendre des heures, ok, juste pour les afficher, disons, juste pour une lecture. Pour certains éditeurs, le prix de ces licences est élevé. Bien sûr, ça c'est pour les solutions professionnelles et soi-disant non open source. Donc ça a donné la place à un nouveau paradigme de base de données, les bases de données SQL, qui prend en considération l'aspect évolutivité, en termes, disons, l'évolutivité en termes hard, c'est-à-dire la scalabilité horizontale, la disponibilité de données, parce que fait, on prend en considération le partitionnement, la tolérance aux pannes, parce que fait, ici, vu qu'on travaille sur une architecture distribuée sur plusieurs clusters, donc ici, le système, en fait, il y a une tolérance en panne, c'est-à-dire qu'ici, si un nœud tombe en panne, systématiquement, l'ensemble du cluster, il prend en charge la répartition sur les différents nœuds existants et continuer le travail. C'est ça la tolérance aux pannes. La dynamicité, en fait, ici, quand je dis c'est dynamique, c'est beaucoup plus par rapport à la structure. Donc ici, vu que Big Data, les données sont très variées, systématiquement ici, par rapport aux bases de données dans les SQL, elle prend en considération l'aspect, soi-disant,
les données variées en considérant la non-structure de données. Ici, en entrée, on ne considère pas les données structurées, c'est-à-dire on prend tout type de données, ok? En fait, ici, on pourrait démarrer avec une structure et bien sûr que la structure, elle n'est pas rigide, elle n'est pas limitée, elle est évolutive. C'est pour ça qu'on dit schéma S. Disponibilité des solutions majoritaires open source et au moins il existe des supports propriétaires pour répondre aux besoins des entreprises. Bien sûr, ici, si on prend en considération n'importe quelle solution, il y a l'aspect qu'on appelle open source et bien sûr, il y a l'aspect, soi-disant, propriétaire sur mesure par rapport aux entreprises. Inconvénient, donc ici, l'inconvénient des bases de données MySQL par rapport aux bases de données relationnelles où il y avait l'intégration de modélisation et interrogation, ok, du langage. Ici, il y a pas. Ici, sur le même, il n'existe pas de langage d'interrogation standardisé. Chaque éditeur a mis en place le sien. Donc, si je parle d'orienté colonne, ça se fait de cette manière. Si on parle d'orienté document, il y a une façon à faire des requêtes et ainsi de suite. Il faut repenser les critères transactionnels. Donc ici, si c'était en relationnel assez de respecter, par rapport aux bases de données en MySQL, non. Donc ici, au fait, il y a un autre paradigme qui prend en considération les contraintes ACID. L'atomicité et l'isolation sont le fait que de la structuration de la donnée et non pas le fait du langage. En effet, une transaction d'écriture de document est naturellement atomique, écrire une seule fois et isoler le document est verrouillé durant l'écriture. Donc ici, c'est on considère, disons, par rapport à l'aspect atomicité et isolation. L'écriture de requêtes complexes est difficile à mettre en œuvre du fait que l'architecture elle est distribuée. Bien sûr, quand on a une requête distribuée, c'est-à-dire qu'ici, et on a une requête globale, systématiquement, cette requête, elle va, surtout si elle va toucher plusieurs données qui sont distribuées sur plusieurs clusters, donc avoir le résultat agrégé, c'est pas évident. L'offre Not Only SQL est segmentée en plusieurs familles où chacun répond à un besoin précis. C'est qu'ici, quand je parle des solutions Not Only SQL, c'est par rapport au contexte, par rapport aux besoins. Donc ici, on n'a pas un modèle générique qui prend tous les cas. C'est soi-disant ça. C'est par exemple j'ai des données que je sais que ce sont des données qui ne sont pas rectable, ok, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas beaucoup de requêtes, c'est juste pour faire de l'archivage ou bien du stockage de données, c'est juste des lectures, ok, c'est juste de l'écriture, systématiquement, je vais utiliser le modèle orienté clé-valeur. Mais si j'ai des requêtes ou autre chose, donc je vais regarder par rapport à ce contexte et voir quel est le modèle approprié par rapport au graphe ou bien par rapport aux colonnes ou par rapport aux documents. Donc, on va revenir aux propriétés acides. Donc, on a dit qu'ils ne sont pas applicables dans le contexte distribué. C'est-à-dire pas l'aspect atomicité, disons, cohérence et isolation, durabilité, tel qu'il est et tel qu'il est défini en relationnel. Mais, en fait, on a un autre paradigme, ok, c'est base, ok. Donc, ici, le base, il remplace l'acide, ok, par rapport à ça. Donc, basically available, soft state et eventually consistent. Donc, ici, dans notre SQL, on parle de base. Donc, ici, quelle que soit la charge, le système garantit un taux de disponibilité. Donc, ici, il y a la disponibilité qu'on garantit, ok, par rapport aux bases de données dans MySQL. Par rapport aux partitionnements. Okay? Soft state, la base de données n'est pas cohérente à tout instant. Donc ici, cohérence, c'est pas toujours cohérente comme les bases de données relationnelles, mais en fait, on pourrait avoir des moments où la base de données, elle n'est pas cohérente. OK? Eventually consistent, donc ici, c'est le SQL relâche certaines contraintes par rapport à ça. Et à ce moment-là, tout ça, c'est ici, ça a donné naissance à un nouveau théorème qui est CAP. Donc, c'est quoi ce théorème-là? Donc, CAP, il est composé de cohérence, disponibilité et tolérance au partitionnement. Consistency, availability, partition tolerance. Donc, par rapport à la cohérence, tous les nœuds sont à jour sur les données au même moment.
tous les nœuds du système voient exactement les mêmes données au même moment. Donc ici, par rapport à la cohérence, donc ici, si on utilise la réplication, on a pratiquement la même image, ok, au niveau des différents clusters ou bien au niveau des différents nœuds. Disponibilité, donc ici, la perte d'un nœud n'empêche pas le système de fonctionner et de se servir de l'intégralité des données. Donc ici, si on est en architecture distribuée, donc on a la tolérance en panne et systématiquement, tolérance en panne, ça implique une disponibilité. C'est-à-dire que si un nœud tombe en panne, systématiquement, il y aura un réarrangement des différents nœuds du cluster pour laisser le système fonctionner. Okay? Tolérance au partitionnement, partition tolerance. Chaque nœud doit pouvoir fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'ici, on garde l'aspect autonome. C'est-à-dire qu'ici, chaque cluster ou bien chaque élément de l'architecture, okay, ou bien de partitionnement, il doit fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'il a son autonomicité à son niveau. Okay? Aucune panne moins importante qu'une coupure totale du réseau ne doit empêcher le système de répondre correctement. C'est-à-dire quand est-ce que le système ne répond pas, c'est que ça veut dire qu'il y aura une panne totale, okay, du réseau. Mais si le réseau, soi-disant, il n'est pas en panne, okay, totalement, systématiquement, il y aura un mécanisme de reprise après panne, okay, et celui-là qui va veiller à réarranger les différents nœuds et répartir la nouvelle charge, okay, sur les différents nœuds. Donc ici, le théorème du cap ou bien le théorème de Brouwer, ok. Donc ce théorème-là, qu'est-ce qu'il dit? Un système distribué peut supporter uniquement deux caractéristiques parmi les trois précédents. C'est-à-dire qu'ici, si le système base de données relationnelle, il supporte l'automicité, la cohérence, l'isolation, la durabilité, les quatre caractéristiques, le système distribué, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa structure, orienté-colonne et mobilisation orientée. Donc ici, bien sûr que par rapport à cette taxonomie ou bien cette classification, oui. Nous vous entendons plus et on a perdu le partage depuis 2 minutes. Oui. Depuis 2 minutes, on ne vous entend plus. Je vous entends mal. Vous pouvez élever votre voix? Depuis 2 minutes, on ne vous entend plus. À partir de quel slide? On ne voit pas encore le partage. Il n'y a pas de partage carrément? Oui, on l'a perdu. Vous avez perdu le partage, ok. Donc, vous pouvez revoir le point où, à partir de quel point je pourrais revenir? Théorème. Théorème du cap? Ou bien carrément à partir du base? À partir du théorème du cap. À partir du théorème du cap, ok. Il n'y a pas de problème. C'est bon maintenant le partage? Oui, oui. Vous
en fait, on a dit que par rapport au LGPD relationnel, on a les 4 propriétés acides qui sont atomicité, cohérence, isolation, durabilité qui sont respectées, ok, par rapport à ce modèle relationnel. Par contre, ici, par rapport aux bases de données not only SQL, il y a un autre paradigme qui est base, c'est-à-dire les bases de données not only SQL, je ne cherche pas l'atomicité, la cohérence, l'isolation, la durabilité, c'est autre chose. Basically available, c'est-à-dire quelle que soit la charge, le système garantit un taux de disponibilité, donc c'est disponible, ok. Soft state, c'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas de cohérence à tout moment, mais en fait, il y a des moments où la base de données, elle n'est pas cohérente, ok. Mais au fait, d'une manière générale, c'est-à-dire que la base de données, elle va passer par des étapes. Il y a des étapes où la base de données, elle n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'on ne garantit pas la cohérence de la base de données à tout moment. Eventually consistent, donc le not only SQL relâche certaines contraintes, c'est-à-dire par rapport à ici, on pourrait avoir soi-disant 2 contraintes, ok, 3, on ne pourrait pas avoir les 4 contraintes à la fois. Ça a donné naissance à un nouveau théorème qui s'appelle CAP. Et ici, c'est CAP ou bien le théorème de Brouwer. Donc, cohérence, disponibilité, tolérance au partitionnement. Donc ici, les bases de données les bases de données not only SQL, donc, ou bien, qui sont bien sûr, quand je dis bases de données not only SQL, ça veut dire qu'on est en contexte Big Data, on est dans un système distribué. Et par rapport à un système distribué, quelle que soit sa nature, on dit, peut supporter uniquement 2 caractéristiques parmi les 3 précédentes. C'est-à-dire qu'ici, le système distribué, donc, il peut supporter cohérence et disponibilité. Donc, quand je dis cohérence, ça veut dire que tous les nœuds sont à jour sur les données au même moment. Tous les nœuds du système voient exactement les mêmes données au même moment. Donc ici, il y a une cohérence, mais instantanée, ok? C'est pas sur la totalité ou bien la durée par rapport à ça. Disponibilité, donc ici, le système, il est disponible, ça veut dire que c'est un nœud en panne, il n'y a pas de problème, ok? Donc, le système, il peut fonctionner en réarrangeant. La tolérance au partitionnement, donc chaque nœud doit pouvoir fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'ici, chaque nœud, il prend son propre contrôle. C'est-à-dire qu'il gère de manière autonome ses données par rapport à ça. Donc, on vous dit, en cas de morcellement, on se réseau, chacun doit pouvoir fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai qu'on a une architecture cluster, il y a un master qui est un coordonnateur, mais au fait, les slaves ou bien les différents nœuds, ils fonctionnent de manière autonome. Donc ici, à partir de là, qu'on a dit que les bases de données distribuées ou bien le système distribué, il prend en considération, quelle que soit sa nature, il peut supporter que deux propriétés qui sont quoi? Donc, cohérence, disponibilité, tolérance. Donc ici, j'ai soit cohérence et tolérance au partitionnement, soit disponibilité et tolérance en partitionnement. Donc ici, c'est l'autonomie du nœud avec la cohérence, ok? Soit la disponibilité avec l'autonomie, soit la cohérence avec soi-disant, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire la tolérance au partitionnement. Donc, par contre, les bases de données relationnelles, ils respectent la disponibilité et la cohérence, ok, par rapport à ça. Ça veut dire qu'ici, une base de données relationnelle, elle est toujours cohérente, elle est toujours disponible. Par contre, ici, si on parle des solutions, soi-disant, not only SQL, donc ici c'est orienté colonne, ici c'est orienté document. Donc si je parle de MongoDB, il prend en considération, c'est vrai, la base de données, elle est cohérente, ok, mais en fait ici, il y a une tolérance au partitionnement, mais la disponibilité, elle n'est pas très en charge. Donc, par rapport aux taxonomies des bases de données not only SQL, ça veut dire qu'il y avait des solutions et on a dit que c'est des solutions sur mesure, selon le contexte, selon le cas. C'est-à-dire que je vous ai dit, si vous avez un fichier, un système, par exemple, qui prend en considération les logs soi-disant des employés, c'est-à-dire que on est en train d'enregistrer, disons, la date début, la date de fin à chaque accès au système. Donc ici, c'est
on n'a pas besoin de, juste on est en train de sauvegarder les logs, systématiquement, on n'a pas beaucoup de requêtes et on va se pencher ou bien s'orienter vers une modélisation orientée que les valeurs. Donc, si on a un système, on est dans le cadre où c'est schémaless, c'est-à-dire on n'a pas de structure, la structure elle est dynamique évolutive, on a besoin de certains nombres de requêtes, on pourrait s'orienter vers un document ou colonne et ainsi de suite. Par exemple, si on a une table dont on n'est pas censé de recenser à toutes les colonnes, donc systématiquement, on va s'orienter vers une base de données orientée colonne et ainsi de suite. Si on est en train de modéliser un réseau social, certainement, quand je dis réseau, c'est un graphe et systématiquement, on va s'orienter vers des bases de données orientées graphes. Donc, par rapport à ça. Les bases de données, elles sont SQL, ok, donc on va commencer avec la base ou bien soi-disant la brique, ok, c'est les bases de données clés-valeurs, ok. Les bases de données clés-valeurs, il s'agit de la catégorie de base de données la plus basique. Dans ce modèle, chaque objet est identifié par une clé unique qui constitue la seule manière de le recruter. C'est-à-dire qu'ici, on aura une clé et par rapport à cette clé, on va associer une valeur. Cette valeur, on n'a pas d'information par rapport à la valeur. La valeur, c'est un fichier binaire, soi-disant par rapport à ça. La structure de l'objet est libre et le plus souvent laissée au choix des développeurs de l'application. C'est-à-dire qu'ici, la structure de l'objet, c'est-à-dire qu'on a une clé, la structure de la valeur, soi-disant, bien l'objet. Donc, c'est laissé au programmeur, c'est-à-dire soit il va utiliser du XML, du JSON ou autre chose, ok? Donc, ça, c'est par rapport au programmeur. Parce que, en fait, vis-à-vis le SGBD, c'est une chaîne d'octets. C'est du binaire de 0 à 1. Par rapport au programmeur, c'est autre chose. C'est-à-dire il va récupérer ce binaire-là, il va le transformer et il aura une structure des zones au XML et il va travailler sur elle. Le système de stockage ne connaît pas la structure de l'information qu'il manipule. Donc ici, le SGBD, il a une chaîne d'octets ou bien une chaîne binaire de 0 à 1. Exemple d'implémentation, vous avez le vol de Voldemort ou bien Rudy ou RIAC qui est plus populaire par rapport à ça. L'intérêt, c'est-à-dire quand est-ce qu'on voit l'intérêt de ces bases de données qui les valeurs, les performances exceptionnelles élevées en lecture et en écriture. S'il s'agit d'un système lecture-écriture, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes, soi-disant, tolérable à utiliser les valeurs. Ça permet ça considère la scalabilité horizontale, soi-disant. Donc, au fait, parce que j'ignore ce qu'il y a au niveau du serveur, ok, au niveau de données. Donc, systématiquement, je peux répartir comme je veux sur les différents clusters. C'est-à-dire, à chaque fois, je pourrais rajouter un cluster et mettre une partie de ce fichier ou bien une partie de ces données-là. Parce qu'en fait, la gestion, elle est faite au côté client. Peu de possibilités de rectage uniquement sur les clés. C'est-à-dire ici, j'ai que la clé. À partir de la clé, je pourrais récupérer la valeur. La valeur, c'est une chaîne d'octets, ok? Le système n'ayant pas d'indice sur la structure de l'information qu'il stocke, tous les traitements, extraction du contenu, application de filtres et ainsi de suite, doivent être effectués par le client. C'est-à-dire qu'ici, je ramène cette chaîne binaire et le côté client ou bien le côté programme, c'est lui qui prend en considération le traitement de cette donnée. Okay? C'est-à-dire qu'on aura des programmes sophistiqués pour traiter ça. Et en plus, on aura l'application client qui sera très lourde parce qu'elle va faire beaucoup de traitements. L'usage, quand est-ce qu'on utilise les bases de données clés-valeurs? Donc ici, dépôt de données avec besoin de requêtage très simple, ok? Donc on n'a pas beaucoup de requêtes. Système de stockage de cache ou de session distribuée, profil, préférences d'utilisateur, données de panier d'achat, données de capteur, log de données. Donc dans ces cas-là, on est tolérable à utiliser le modèle clé-valeur. Exemple, sur un site de réseau social, à partir d'un utilisateur, la clé, je veux obtenir une liste de ses amis la valeur. Ici, ça, c'est faisable avec une modélisation orientée les valeurs. Dans un journal d'activité, la date d'un événement, la clé indexe les détails de ce qui s'est passé à ce moment, la valeur. Ça veut dire qu'ici, je vais voir qu'est-ce qui s'était passé au niveau de mon application, au niveau de mon système. J'ai un log dans lequel il y a quoi? La date et le détail, ok, de l'information. Donc, systématiquement, en recherchant par date, ok, je peux avoir le détail.
Donc, ça, c'était orienté clé valeurs. Donc, il y a quoi? Il y a les bases de données orientées colonnes. Donc, en fait, par rapport aux bases de données orientées colonnes, la représentation orientée colonne s'oppose à la représentation des tables dans les bases de données relationnelles. C'est-à-dire qu'ici, pratiquement, on laisse relationnel, mais en fait, par rapport au relationnel, c'est-à-dire qu'ici, le schéma, il est fixe. C'est-à-dire que, quel que soit le tuple, le nombre de colonnes est le même. Par contre, par rapport aux bases de données orientées colonnes, c'est-à-dire que chaque tuple, il a sa propre structure, il a son propre ensemble de colonnes. Et à ce moment-là, on va gagner d'espace. C'est-à-dire que si vous avez des colonnes vides, OK, on ne va pas les représenter. On va juste représenter les colonnes non nulles par rapport à ça. Donc, ça, un exemple d'implémentation, on a HBase, Cassandra, SimpleDB, et ainsi de suite, OK? Beaucoup plus Cassandra qui est beaucoup réputé. Donc ici, je vous donne par exemple cet exemple qui décrit l'optimisation du stockage par rapport à une solution relationnelle. On a par exemple cette table relationnelle qui est composée par exemple ici de 3 tuples. On a des colonnes, les 5 colonnes A, B, C, D et E. Et bien sûr, ici, chaque ligne, ça représente un tuple. Ici, la première ligne, il n'y a que les 3 colonnes qui sont recensées. La deuxième, c'est juste la deuxième colonne. La troisième, on a la troisième colonne, quatrième et cinquième. Donc ici, on voit la perte au niveau du stockage, OK, qui est flagrante, OK, parce qu'ici, c'est vide, OK. Donc, pratiquement, quand on parle de matrice creuse, donc on va essayer de la transformer en tableau, OK, par rapport à ça. C'est la même chose ici. Donc, il y aura bien sûr une représentation par ligne. Mais chaque ligne, elle est différente. La première ligne, donc, on va avoir quoi? Clé valeur. C'est-à-dire A, foo, B, bar, et C, hello, OK, par rapport à ça. La deuxième ligne, il y avait quoi? Il y avait que la colonne B, donc B, temps. Donc, ça, c'est la clé. Ça, c'est la valeur, OK, par rapport à ça. Donc, chaque ligne, elle est composée de clés valeurs, OK, par rapport à ça. Et en fait, ici, la troisième, ce sera quoi? C Java, D Scala et E COBOL, OK, par rapport à ça. Donc, vous voyez, en termes stockage, c'est plus optimisé. Pas de place perdue lorsque les champs n'existent pas dans certaines lignes. L'accès aux données à partir de la clé sera beaucoup plus rapide. Les données liées à une clé étant regroupées en termes de stockage. C'est-à-dire ici, quand je dis, je vais chercher par rapport à la clé, la clé A, OK, qui est là. Donc, il y a que la première ligne, OK. Donc, c'est facile, OK. Donc, si je cherche par rapport à B, donc c'est la deuxième et la première et la deuxième ligne, OK. Donc, c'est indexé, ainsi de suite, OK, par rapport à ça. Donc, c'est pratiquement, c'est une base de données relationnelle, mais c'est optimisé en termes de colonnes. Conçu pour accueillir un grand nombre de colonnes jusqu'à plusieurs millions. Donc, pour chaque ligne, le stockage optimisé de relations ou intominé. Donc, performance et scalabilité. Donc, ici, si on a une table qui est composée de plusieurs colonnes, en fait, ici, ce n'est pas toutes les colonnes qui sont recensées. Donc, systématiquement, le stockage, vous imaginez relationnel, il est plutôt en termes espace mémoire, mais le stockage en termes colonnes, c'est-à-dire que chaque ligne, elle aura ses propres colonnes, ça sera, disons, performant. Et on dit c'est optimisé pour les relations intominées. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez un diagramme de classe où vous avez une relation père-fils, c'est optimal parce qu'en fait, on fait rentrer, soi-disant, les données, soi-disant, des fils au niveau du père. Système de requête minimaliste, OK. Bien sûr, ici, on a un problème par rapport aux requêtes parce qu'au fait, carrément, il y a ce qu'on appelle, vous allez le voir au niveau du TD, Inch'Allah. Donc, vous allez voir que, en fait, quand on parle de modélisation orientée colonne, on va démarrer du use case, on va démarrer de cas d'utilisation. Le fait de démarrer de cas d'utilisation, c'est qu'ici, carrément, le cas d'utilisation, c'est les requêtes. Et à ce moment-là, on va avoir un schéma par rapport aux requêtes, OK. Et à ce moment-là, si on a des nouvelles besoins ou autre chose, ça ne répond pas. Traitement d'analyse de données et traitement massif, liste d'articles pour chaque utilisateur, liste d'actions effectuées par un utilisateur, chronologie d'événements, maintenant et accéder en temps réel. Donc ça, c'est par rapport au cas d'utilisateur, cas d'utilisation des bases de données multicolonnes.
Donc, ça veut dire que ici, je sais que chaque utilisateur, il a un ensemble d'articles, il achète un ensemble d'articles. Donc, pour chaque utilisateur, je vais enregistrer les articles qu'il a achetés ou les articles qu'il utilise et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici, on n'aura pas, c'est-à-dire si on a 1 million d'articles, c'est pas les 1 million qui vont être recensés, c'est sur mesure pour chaque utilisateur. Les bases de données orientées graphes, donc ici, c'est graph, ok, c'est dédié à un aspect ou un contexte précis, ok, permettent la modélisation, le stockage et la manipulation de données complexes et strictement connectées. C'est-à-dire, si on est dans le cadre des bases de données fortement, des données qui sont fortement connectées, c'est-à-dire qui sont relayées, on opte pour les bases de données, soi-disant, orientées graphes. Performance en lecture et parcours de données connectées. Donc ici, quand je dis orienté graphe, mathématiquement, c'est au fait derrière les graphes, il y a tout un formalisme, ok. Et quand je dis mathématiques, ça veut dire qu'ici, c'est rigoureux. Il y a des algorithmes qui permettent de parcourir le graphe, déterminer le chemin le plus court, déterminer les circuits, ainsi de suite, ok. Donc ici, on tire profit des propriétés mathématiques, okay, des graphes, utilise un moteur de stockage pour les objets similaire à une base de données documentaire. Chaque entité de cette base étant nommée nœud et un mécanisme de description d'interrelation entre les objets argumenté avec propriété. Donc ici, on aura des nœuds qui sont connectés. Bien sûr, c'est des arcs qui sont orientés. Et au fait, ici, on n'enregistre pas juste le lien que, par exemple, ici, le nœud 3, il est relié au nœud 1, mais aussi on enregistre, ça veut dire que l'arc, il est porteux, on enregistre des informations supplémentaires. Comme exemple, ok, il y a un Neo4j, il y a OrionDB. En fait, ici, le Neo4j qui est très réputé par rapport au OrionDB. Par exemple, ici, on a l'arrêt et liaison, donc il dirige Oracle. Donc, Oracle possède la marque Java. Donc, Tomcat est développé avec Java. James Gosling a créé Java. En fait, ici, James Gosling a travaillé pour ça, mais au fait, Oracle a racheté Sun. Ici, avec ce graphe-là, on a les différents nœuds et on a les différents arcs qui sont étiquetés, qui sont porteurs de l'information. Donc ici, par rapport à ça, donc ici, soi-disant, la particularité des bases de données orientées graphes par rapport aux bases de données relationnelles, c'est que je pourrais avoir une base de données relationnelle que je le transforme en base de données orientée graphes, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ici, la particularité entre base de données orientée graphes et base de données relationnelles, donc c'est beaucoup plus au niveau du requête ou bien de recherche d'informations. Au niveau du graphe, rechercher une information, c'est un parcours de graphe, ok. Mais par contre, au niveau de base de données relationnelles, rechercher une information qui se trouve sur plusieurs tables, ça fait quoi? Ça implique quoi? Ça implique ce qu'on appelle une jointure entre ces tables-là. Donc, quand je dis une jointure, surtout les tables, elles sont consistantes, c'est-à-dire qu'elles sont en termes cardinalité très importantes, donc c'est très coûteux. Donc, plus efficace que les bases relationnelles pour traiter les problématiques liées au réseau, tout ce qui est cartographie, tout ce qui est relations entre personnes, modèle de données puissant, parce que quand je dis puissant, parce que ça repose sur des concepts mathématiques, performance d'accès pour les données liées, bien plus rapide qu'un modèle relationnel. Donc, je vous ai dit que on passe par des jointures, ici on passe par un parcours du graphe, et en fait, quand je dis parcours de graphe, derrière ça, il y a beaucoup c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études mathématiques, ok, en termes recherche du graphe, ok, recherche du chemin plus court ou bien recherche du chemin vers une information et ainsi de suite. Limite, scalabilité moindre, c'est-à-dire qu'ici, parce qu'en fait, le graphe, c'est connecté. Et quand je dis c'est connecté, c'est-à-dire que les nœuds, ils sont connectés, donc à faire la distribution sur plusieurs clusters, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'ici, comment on découpe le graphe d'une manière à avoir de l'optimisation, donc ça, c'est pas évident. Ces systèmes sont donc fragiles au partitionnement des données sur des supports physiques distincts. Donc ici, tolérance au partitionnement, c'est pas évident, okay, par rapport aux bases de données graphes.
L'usage, par contre, les bases de données graphes, ils sont multi-usages. Ok, donc on a la manipulation d'objets complexes organisés en réseau, cartographie, réseaux sociaux, moteur de recommandation, sémantique web, social computing, données géospatiales, généalogie, web of things, catalogue des produits, sciences de la vie et calcul scientifique, tout ce qui est bioinformatique, données liées, données hiérarchisées, service de routage, service financier, chaîne de financement, dépendance, gestion de risque, détection des fraudes. Tout ça, ça veut dire qu'ici, c'est des domaines qui ont usage aux bases de données orientées graphes, pas autre modèle. Le modèle c'est le modèle orienté document, c'est un modèle référence dans lequel on va prendre en considération MongoDB comme exemple du SGBD. Ce sera l'objectif du prochain cours. Donc ici, ce sera juste une introduction par rapport aux bases de données orientées documents. Donc ça veut dire c'est quoi une base de données orientée documents, quels sont les concepts derrière. Donc quand je dis document, ça veut dire quoi? Quand je dis base de données orientée documents, c'est quoi? C'est un ensemble de collections de documents. C'est ça la base de données orientée documents. Donc, constitué de collections de documents, un document est composé de champs et des valeurs. Donc, toujours, on retrouve le premier modèle que les valeurs. Donc, ici, un document, il est composé d'un ensemble de champs. Chaque champ, c'est quoi? C'est éculé et une valeur. Ces dernières peuvent être, ça veut dire qu'ici, l'avantage que quand je dis que les valeurs, donc on ne peut pas faire du requête, mais ici, non. Le modèle, il nous permet de faire quoi? Il nous permet de parcourir le document et faire des requêtes par rapport aux différents champs. Basé sur le modèle clé valeur, mais la valeur est un document en format semi-structuré et archivisé de type JSON ou XML. Les documents n'ont pas de schéma, mais une structure arborescente. Il contient une liste de champs. Un champ a une valeur qui peut être une liste de champs. Donc ici, c'est clé. Ça, c'est un document. Donc, c'est une clé. La clé, elle permet d'identifier un document. Et un document, il a une structure arborescente qui est soit XML, soit JSON. Donc, comme exemple, on a CouchDB, RavenDB ou bien MongoDB. Donc, on va décortiquer par la suite. Les intérêts, capacité à effectuer des requêtes sur le contenu des objets. Donc ici, le fait qu'on connaît la structure de l'objet, donc ça veut dire la structure du document, donc on peut faire des requêtes en prenant en considération les différents champs. Modèle de données simple mais puissant. Scalabilité, ça veut dire qu'on tolère la partition horizontale, ça veut dire qu'on pourrait répartir les documents sur plusieurs machines. Pas de maintenance de la base de données requise pour ajouter ou supprimer des colonnes. C'est-à-dire qu'ici, c'est schémaless, c'est-à-dire qu'ici, dynamique en termes de structure. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer avec un document qui contient trois champs, mais c'est évolutif, vous pouvez rajouter sans avoir des problèmes. Permet de représenter des relations one-to-one et one-to-many. C'est-à-dire que si vous avez un schéma 1 à 1 ou bien un schéma per fils, ok, à plusieurs, le modèle document, c'est le meilleur, ok, par rapport à ça. Ainsi, un document pourra être sauvegardé et chargé sans aucun traitement de jointure. Bien sûr, ici, parce que je dis one-to-many, ça veut dire qu'ici, dans le fils, j'aurai quoi? L'information du père, et à ce moment-là, ou bien carrément, dans le père, j'aurai les différents fils, et à ce moment-là, si je veux je vais connaître les informations concernant, par exemple, j'ai un étudiant, il a, soi-disant, des notes, ok? Donc, il a des évaluations par rapport à des modules. Donc, chaque évaluation, c'est quoi? C'est un module, le nom du module, l'intitulé du module et la moyenne. Donc, ici, je n'aurai pas une relation étudiant-évaluation-module, mais j'aurai le tout au niveau d'étudiant. Donc, étudiant, il aura quoi? Il aura un tableau d'évaluation dans lequel on aura quoi? L'intitulé du module et la moyenne. C'est ça la relation. Surtout qu'ici, on ne va pas passer par des jointures. Limite. Inadapté pour des données interconnectées. Bien sûr qu'ici, on a précisé one-to-many ou bien one-to-many ou bien one-to-one, c'est-à-dire la relation 1 à 1 ou bien la relation 1 à plusieurs. Si on a des données interconnectées, c'est pas évident. Non pour des grandes requêtes. On va voir ça par la suite, ok? Donc, on va faire du pratique. L'usage, donc ici, on peut l'utiliser pour enregistrer des événements, système de gestion de contenu, web analytique ou analytique temps réel, catalogue de produits, système d'exploitation, stockage de volume très important de données pour lesquels la modélisation relationnelle aurait entraîné une limitation des possibilités de partitionnement et de réplication. Donc, ça, c'est les usages par rapport
par rapport à modèle orienté document. On va reprendre le modèle orienté document dans la prochaine séance, Inch'Allah. Comme résumé, par rapport au modèle Not Only SQL ou bien par rapport aux solutions, Not Only SQL qu'on a évoqué, les 4. Les solutions Not Only SQL implémentent des solutions de stockage multiples, XML ou JSON, quel que soit. Donc, même, on a dit que, même qu'il est valeur, mais au fait, par rapport à la clé, la valeur, elle est, c'est vrai, vis-à-vis de SGBD, c'est du binaire, on fait 1 et 0, mais vis-à-vis du programme, c'est une structure JSON ou bien XML. JSON était un format d'échange de données de plus en plus utilisé dans les solutions Not Only SQL. Donc, si on parle de MongoDB, il est basé sur cette structuration JSON. Les solutions Not Only SQL sont en rupture avec les solutions relationnelles, entre autres, sur les points suivants. C'est-à-dire si on compare entre les deux paradigmes, on a deux aspects. La modélisation et l'accès aux données. Donc, la modélisation de stockage des données, donc c'est différent. Le langage d'accès aux données, pas de langage standard de manipulation de données. Donc, ici, par rapport aux bases de données Not Only SQL, c'est pas comme les bases de données relationnelles, il y a le SQL comme un modèle de requêtage. Ici, il n'y a pas un modèle générique ou universel par rapport aux différents types. Donc, chaque solution, elle implémente son propre langage de requêtage. De nombreuses solutions Not Only SQL sont disponibles sur le marché. Ces solutions ont été classées en 4 grandes catégories. Chacune apporte ses avantages et ses inconvénients et répond à certains usages privilégiés. Donc, je reviens toujours sur cet aspect, usage privilégié. C'est-à-dire qu'ici, j'utilise orienté colonne, orienté document, les valeurs ou bien graphe, c'est par rapport au contexte, c'est par rapport au usage. Donc, ici, pour choisir une technologie, il faut se demander, donc ce sont les questions à poser pour choisir une technologie Not Only SQL ou bien un modèle précis Not Only SQL. Quel type de données sont manipulées? Comment les applications vont au final utiliser ces données? Quelles sont les fréquences d'écriture et de lecture de mise à jour? Quelle est la complexité des requêtes? Quelles sont les prévisions d'augmentation de volume de données gérées? Donc, ici, en prenant en considération ces 5 questions, donc on va voir le modèle Not Only SQL approprié. Donc ici, c'est le schéma, celui-là, représente modèle complexité. Donc ici, par rapport à la complexité de modèle, ici, par rapport à la scalabilité. Si on a un modèle qui est moins complexe, et on cherche la scalabilité, donc ici, partitionnement horizontal, systématiquement, c'est les valeurs qui est appropriée. Si, au fait, modèle moins complexe, et au fait, ici, on cherche aussi la scalabilité, c'est colonne. Et si on a le modèle, en termes structure, c'est très complexe, ou bien très interconnecté. Donc, on va remonter vers les graphes, Et au fait, ici, quand on est graphe, certainement, scalabilité, elle va diminuer. On ne peut pas partitionner, par rapport à ça. Donc, pour clôturer ou bien pour conclure concernant ce cours-là, on va aborder une introduction vis-à-vis de JSON, vis-à-vis de MongoDB. On va parler de JSON. En fait, normalement, vous avez déjà manipulé JSON, donc JavaScript Object Notation, format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript, permet de représenter l'information structurée comme le permis XML. Quand je dis JSON ou XML, c'est toujours arborescent, mais JSON, c'est plus simplifié. Dérivé de la représentation littérale d'un objet en JavaScript, JSON est plus simple que XML. Il est très facile à associer à un langage de programmation. C'est ça la particularité. JSON est massivement utilisé dans les applications web. Donc, si vous avez un manipulé web, systématiquement, par rapport à Ajax ou bien par rapport à Web Service, donc ça, c'est, comme je vous dis, vous connaissez, vous êtes déjà, il y en a certains étudiants qui sont familiarisés, surtout c'est ceux qui ont fait de l'application web. Et aussi, bien sûr, JSON, il est utilisé pour les bases de données, donc on les SQL, soit clé valeur, soit disons, orienté document. JSON se base sur 2 structures. Donc ici, ici par rapport à ce langage de notation, c'est très simple, On a 2 structures, une collection de couples non-valeurs
qui est appelé objet, une liste de valeurs ordonnées appelée tableau. C'est-à-dire qu'on a objet et on a tableau qui est un ensemble d'objets. Donc ici, vous avez vous avez les clés qui sont director, last name, first name, birth date, ok, par rapport à ça. Et vous avez ici la valeur, ok. Donc ici, il y a Frencher, David et 62. Donc ça représente quoi? Celle-là, ça représente là, soi-disant le couple clé et valeur. Et bien sûr, ici, acteur. Donc ici, c'est un tableau, ok, qui peut être composé par des objets, soit des valeurs simples, ok, ou bien des valeurs complexes, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes des objets. Donc, l'objet est un ensemble de couples non clés valeurs non ordonnées. Donc, ici, object. Donc, c'est quoi? C'est une composition. Donc, ici, bien sûr, il y a l'accolade au point fermante, ok, par rapport à cet objet. Et bien sûr, quand je dis objet, quand on parle de orienté document, c'est un document. Donc, ici, string, ok. Et ici, la clé, c'est une chaîne de caractères, et ici, la valeur. Cette valeur elle-même, donc, elle peut être à latéral simple, comme elle peut être une valeur composée. Un tableau est une collection de valeurs ordonnées. Donc, ici, par rapport à un tableau, donc, les crochets, et j'aurai la première valeur, la deuxième et la troisième valeur. Et bien sûr, cette valeur, elle peut être simple, comme elle peut être complexe. Une valeur peut être une chaîne de caractères, un nombre, un true ou false, ça veut dire un booléen, nul, ou bien un objet, un tableau, par rapport à ça. Donc ici, un objet est composé d'un ensemble clé valeurs, ok. Cette valeur, soi-disant, ok, elle peut être, soi-disant, elle peut être une valeur qui est, soi-disant, simple, comme elle peut être une valeur composée, un objet, un autre objet, ou bien un autre, un tableau, ok, par rapport à ça. Donc avec ça, donc on finit la première partie du cours. C'est une partie qui était beaucoup plus concept général et au fait aspect de modélisation. Donc par rapport à cette partie, on va avoir une série de TD qui va porter sur, soi-disant, la modélisation notre only SQL dans laquelle on va aborder les différents modèles, mais beaucoup plus le modèle orienté document qui nous intéresse. Et par la suite, donc ça c'est par rapport à la première partie du cours. La deuxième partie du cours, elle va porter sur MongoDB. Donc ici, on va reprendre orienté document légèrement. On va introduire MongoDB, c'est-à-dire que tout le paradigme ou bien tous les concepts derrière ce SGBD orienté document. Ça, c'est dans le cours. Et en parallèle, vous allez faire un TP on va faire des TP, ok, sur MongoDB. Et en même temps, on va avoir un autre projet, un deuxième projet sur les bases de données orientées documents sous MongoDB. Donc, c'est-à-dire qu'en tout, vous allez avoir deux projets. Le premier, c'était SQL3. Donc, dont je vous ai livré l'énoncé et j'attends vos feedbacks, ok, vos questions, si vous avez des questions par rapport au projet. Et le deuxième, donc, une fois que je termine le cours, ok, et le TP, je vous donne le deuxième projet qui prend en considération une modélisation des bases de données orientées documents sous MongoDB. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Vous avez des questions? Vous allez attendre à revoir le cours. Donc, je vous ai mentionné le deadline sur le fichier, oui ou non? Je vous ai mis normalement. Normalement, je vous ai mis, je vais chercher. Normalement, un mois. J'ai donné un mois pour le deadline. Quelle est la date? Je vais voir. Donc, projet SCG. Projet 1, SQL3.
Donc, le deadline, je vais vous partager. Madame, Oui. pour le TD2, on a un exo à rendre. Quoi? Pour le TD2, on a un exo à rendre. Non, non, non. Je vous ai dit que c'est l'exercice, c'était pour la section IL, c'est pas vous, le devoir. Non. Vous allez me rendre un projet. Donc, c'est une chose plus grande. Okay. Le deadline, c'était ça. Le mail sera envoyé sur l'adresse workspace s2i 2122@gmail.com. Donc, j'insiste sur ça. C'est-à-dire que vous allez rendre sur celle-là avec objet, projet SQL 3, nom et prénom des bilans. Vous avez un deadline pour le 15 avril, c'est-à-dire un mois. Vous avez un mois, donc vous allez essayer de travailler. Si vous avez des questions, vous me l'envoyez, j'ai pas de problème. Donc, vous m'envoyez et je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc, ici, juste une chose, donc ici, ça c'est du SQL 3. Je ne retrouverai pas du SQL, c'est-à-dire ni des procédures, ni des triggers, ni rien du tout. Donc, si vous allez faire une modélisation orientée relationnelle objet, c'est-à-dire je retrouve des objets, des méthodes et ainsi de suite. Vous allez avoir plus d'éclaircissement quand vous allez faire le TD aujourd'hui. OK? Donc, dans le cours, on a fait des notions de base, mais ici, au principe, à partir de ces notions de base, premier TD, normalement, vous allez arriver à faire quoi? D'abord, transformer ce schéma relationnel en objet. Donc, ça, c'est sûr. En c'est un prérequis qui chez tout le monde, OK? Juste ici, je n'ai pas mentionné les clés étrangères, mais bon, au principe, c'est vous arrivez à les retrouver, les clés étrangères. Vous allez transformer ce schéma-là relationnel en un schéma orienté objet, c'est un diagramme de classe. Vous allez essayer de créer pour chaque classe son propre type. Et bien sûr, ici, par rapport à certains types, OK, il y aura quoi? Il y aura des méthodes à rajouter. C'est clair? Je vous ai dit travailler en binôme. Donc, est-ce que c'est clair pour la personne qui m'a posé la question sur le deadline, OK? Comment ça, vous allez remplir manuellement? Vous n'allez pas remplir manuellement. Vous allez remplir de manière automatique. Ça veut dire qu'ici, je ne sais pas, je vais vous simplifier les choses, mais je pourrais vous donner le script SQL, soi-disant, les insert into en SQL 3, ou en SQL 2, soi-disant. Mais est-ce qu'ils vont vous arranger? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont vous arranger? Je ne sais pas. Donc, je vais vous donner, soi-disant, mais parce que vous allez avoir carrément à ne pas saisir. Donc, je vais vous envoyer carrément les insert into, mais vis-à-vis une table relationnelle. OK? Donc, une table relationnelle, donc systématiquement, vous allez prendre en considération à arranger ces insert into pour avoir le formalisme, soi-disant, relationnel objet. D'accord? Je vais vous aider par rapport à ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous libère. Donc, vous allez avoir un petit tout de suite avec Madame Chanel et je retrouverai, Inch'Allah, les délégués au niveau de CP. On aura un CP aujourd'hui, normalement, à 15h30. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Madame? Oui. Madame, donc on aura seulement projet 1 et projet 2 et pas encore des DM, c'est-à-dire seulement les projets. On aura les devoirs, vous n'allez pas avoir d'autres devoirs, non. Vous allez avoir juste les projets parce que c'est trop. Donc, d'accord, ouais, merci. Certainement, vous n'allez avoir que des projets parce que projet 1 et projet 2. Vous encombrez en plus par des devoirs, ce n'est pas évident. D'accord. Donc, les projets, c'est un projet sur SQL 3 et un projet sur MongoDB. D'accord. Donc, d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois.